Ce qui est sûr, c'est que de manière générale, la seule niche fiscale aujourd'hui en France, la plus intéressante, on va dire c'est pas la seule, mais c'est la plus intéressante, c'est la location meublée non professionnelle. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils se multibancarisent, c'est le nerf de la guerre aussi pour aller scaler en immobilier, c'est d'avoir plusieurs partenaires bancaires. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu particulière, puisqu'aujourd'hui j'analyse le patrimoine d'un directeur technique avec Julien Calamotte, un investisseur immobilier. Salut Julien. Salut Mounir. Julien est l'un des tout premiers membres Finari. Il est parti de rien, il y a 15 ans, et avec un CDI en poche et 5 000 €, il a réussi à se constituer un patrimoine immobilier très conséquent. Après avoir acheté des dizaines de biens, il dirige aujourd'hui une entreprise d'investissement immobilière qui permet aux gens de faire comme lui et qui s'appelle Artae. Je trouve ça sympa de regarder avec toi ce profil où il y a de l'IMO et il y a pas mal de choses à dire, je pense. C'est parti. Du coup, c'est réel propriétaire qui ajuste sa stratégie. C'est pas le printemps, mais c'est quand même la période des changements. Patrimoine brut 350 000 €, patrimoine net 157 000 €, donc un petit peu de passif, mais pas non plus énorme, on va regarder. Profil célibataire sans enfant, 40 ans, directeur technique, salaire net de 4 200 € par mois. Là, tu pourrais dire combien il peut emprunter à la louche, en gros, avec ce salaire? Ouais, si on est sur, on va dire grosso modo un tiers, donc un peu moins de 1500 € par mois. Objectif, pouvoir être à la retraite vers 55-60 ans avec un revenu d'environ 2500 € par mois, j'imagine. D'ici là, on aura probablement que très peu de retraite, on est d'accord. Ça, on en avait parlé. Pour toi, est-ce que tu vois l'immobilier comme un objet qui va dégager des loyers ou un objet qui va juste augmenter un moyen d'augmenter ton patrimoine? Moi, personnellement, je le vois comme un moyen d'augmenter son patrimoine pour asseoir justement cette retraite. Et en fait, je vois l'immobilier comme du temps long. Okay. Plutôt comme du temps long parce que avoir un besoin de rente immédiate à très court terme, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué avec des taux aujourd'hui autour de 4%. Voilà, donc je pense que son horizon d'investissement en ayant 40 ans et en ayant un objectif dans 15-20 ans, il est plutôt cohérent avec ce qu'on est capable de faire en immobilier. C'est-à-dire que là, toi, tu garderais les biens, même dans 20 ans, pour pouvoir encaisser les loyers une fois que tu as remboursé les emprunts? Ouais, on va regarder le détail des biens, mais je pense qu'il y a des optimisations à faire en soi. On commence à l'apercevoir un peu là en bas de l'écran. Il y aura des arbitrages à faire aussi dans ces 20 ans-là, parce qu'il y a des notions fiscales, il y a des notions aussi de changement de vie et d'arbitrage pour scaler aussi et aller plus loin. Ça dépend de ses objectifs. Son objectif aujourd'hui de revenu, c'est 2500 €, mais peut-être que demain, il peut augmenter. Il y a de l'inflation. Ouais, il peut augmenter. Donc, moi, ça me semble aujourd'hui très raisonnable, 2500 € pour le coup. Si cet objectif doit augmenter, sûrement qu'on devra aller chercher d'autres investissements immobiliers, j'entends, parce que c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Stratégie du coup, 2 biens locatifs actuellement non loués, travaux à faire, qui peuvent rapporter environ 1000 € par mois en location nue. Alors, est-ce que c'est 1000 € par bien ou 1000 € global? Je pense que c'est 1000 € global, étant donné la taille du patrimoine. Ouais, ça me semble assez cohérent. Achat d'un dernier appartement pas cher, 40K non négocié, dans mon petit immeuble avec beaucoup de travaux. Ok. Je compte faire une dernière opération. C'est vrai que c'est vraiment pas cher, 40 000 €. Bon, après. Ça dépend où c'est. On va voir à quel prix tu le loues, etc. En tout cas, la somme me paraît pas énorme. Il dit qu'il y a beaucoup de travaux aussi. Il y a beaucoup de travaux, ouais. Je compte faire une dernière opération avant de consacrer tout mon effort d'épargne sur du PEA ou tout autre actif financier. J'essaie de mettre chaque mois entre 300 et 500 € sur PEA, puis objectif de 1000 € par mois quand mes biens seront à nouveau loués. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, franchement c'est costaud. On regarde son cash flow, je vous rappelle que vous pouvez faire votre cash flow, bon évidemment, sur Finaris automatique si vous avez un compte, et sinon vous le faites sur notre simulateur, je vous mets le lien dans la description, et donc ça vous fait un beau diagramme de flux comme ça. Donc là, bon, il est parti du principe que les 1000 € de revenus locatifs commençaient à rentrer, donc t'as raison, c'était au global. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit actuellement 892 € d'investissement, il compte les remboursements d'emprunt comme de l'investissement, ça me semble assez cohérent. Par contre, il compte pas le remboursement de sa RP comme de l'investissement, ça aussi c'est intéressant. La vie quotidienne, 1600 €, alors qu'est-ce qu'il fait? Des impôts, ah non, pardon, c'est pas la vie quotidienne. Crédit voiture, 500 €, là je pense qu'il se fait un peu plaisir. Achat divers, ah bah tiens, charge électrique, déplacement. Donc là il y a une Tesla dans le lot, je pense, peut-être une petite voiture de sport électrique. Voyage, week-end. Moi ce que je vois souvent, c'est que les gens, en tout cas les analyses que je fais, ils prévoient pas les vacances. Parce que c'est pas une dépense qui est récurrente, c'est un peu un one shot. Tu vas, je sais pas, tu pars en vacances, tu dépenses 2000 €. Alors que ça doit se provisionner. Donc en fait ça devrait te faire à peu près 180 € par mois. Donc pensez bien à le faire. Comme tu as prévu tes inscriptions de tournois de sport, 35 € par mois. Un voyage week-end, 150. Effectivement. Ouais, donc est-ce qu'il a mensuel, est-ce qu'il a approvisionné? Ouais. Je pense que oui. Les abonnements, bon ça c'est assez standard, hein. Navigo 86 € par mois, tous les gens qui gueulent du prix du Navigo, aller à Londres, prendre le métro, je crois que c'est 4 pounds, plus de 4 pounds le ticket, donc c'est cher. L'abonnement c'est juste délirant, bref, mais bon la qualité c'est clairement pas au niveau en Ile-de-France. Donc bon, il n'y a rien de déconnant. Par contre, ce que je vois, ce qui est sympa, c'est qu'il y a de la place encore en fait, une fois qu'il aura ses revenus locatifs. Ouais, et à la fois il a considéré ceux qui sont pas encore loués, les deux premiers. Comme du net. Ouais, mais pas par contre celui qui est
qui va être en travaux. Ouais, c'est vrai. Qu'il est en train d'acheter. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'il manque aussi cette notion. On ne sait pas combien il compte louer ce bien, qui va lui revenir à 40 000 € plus travaux. On ne sait pas combien il y aura de travaux non plus. C'est dommage, c'est une information qui nous manque. Donc là, un peu l'inconnu là-dessus, quoi. Si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu fais, comme ça on pourra te répondre. Ouais. Par contre, les revenus locatifs de location nue, c'est du revenu foncier, c'est pas du net qui va tomber là. Non, c'est pas du net qui va tomber parce qu'il y a un emprunt, donc je pense qu'il y a le crédit locatif. Tiens, on va regarder l'emprunt tout de suite. 492 € par mois, ce qu'il a mis, mais il y a aussi l'imposition. Est-ce qu'il a intégré cette imposition dans le volet impôt? C'est une bonne question. Donc là, je vois je vois plusieurs prêts. Ouais. Donc je vois 102 000, 76 000, 17 000, et donc ça lui fait un passif de 200 000 à peu près. Ouais, 200 000, et on a bien les 492 donc de mensualité qui sont sur la deuxième ligne. Ouais, exactement. C'est ce qu'il a intégré. Les 785, donc c'est sa RP, je crois qu'il y avait dans le... C'est sa RP, effectivement, et donc le troisième, ça doit être ça doit être pour le petit bien. Le plus petit bien, qui au final est la même mensualité, mais les taux sont peut-être différents, non? Voilà. 3,2, ah ouais, rien à voir. Tu vois que je pense que c'est un plus petit projet, mais le coût de l'argent étant 3 fois plus élevé que son précédent projet qui lui rapporte 1000, forcément il aura un cash flow qui va être négatif, en tout cas sur ce delta dû au coût de l'argent, quoi. Ouais. Et du coup sur la partie revenus fonciers, donc on va tout de suite aller voir les biens immobiliers parce que c'est quand même le cœur du sujet. Donc il nous a dit 2 biens, donc ça c'est sa résidence principale, et là on voit le premier bien locatif. Il nous affiche une moins-value, mais ça on va pas regarder. Un cash flow, est-ce que c'est bien ça? Voilà, le loyer 470 €. A priori c'est de la location nue, il nous le met là, et donc ça lui fait une opération légèrement cash flow négative. Du coup pour le traitement fiscal de ces revenus, comment ça va se passer? En location nue. C'est la grosse problématique de la fiscalité de la location nue, c'est que tu paies des impôts sur des loyers qui peuvent te servir à rembourser des crédits. Ah oui. C'est-à-dire que l'administration fiscale considère que oui, tu peux déduire tes intérêts d'emprunt parce que c'est une charge à fond perdu, c'est la rémunération de la banque. Par contre, comme tu capitalises sur le reste, tu amortis du capital, c'est un enrichissement qui est latent, et donc tu paies, l'administration fiscale te fait payer des impôts là-dessus. Ce qui est normal en soi, mais ça veut dire que tu le paies pas à la sortie pour le coup, cette imposition-là. Tout de suite. Alors que quand tu es sur de la location nue, mais que tu es à l'IS, tu peux déduire plus de choses aussi. Enfin, c'est un peu plus différent. Tu as moins de différence, par exemple, en société entre la location nue et la location meublée. En l'occurrence, lui, il a acheté en nom propre. Donc là, on va rester sur des considérations non propres. C'est vrai qu'il y aurait tout intérêt sur ce bien qui est en travaux à passer en location meublée. Clairement. D'ailleurs, les 3 biens, puisqu'au final, les 3 biens sont encore en travaux et aucun n'est exploité. Donc, je suis très étonné qu'il aille sur la location nue. Mais à la fois, il y a beaucoup de travaux et c'est quand même le seul levier sur la location nue qui permet justement de lisser l'imposition, puisque on le rappelle, il y a un plafond qui est annuel qu'on peut afficher qui est 10 700 €. On est allé voir là. Voilà, par mois, par an, pardon. Ça sera bien, 10 700 par an, qui sont donc déductibles de vos revenus fonciers et même aussi de vos revenus globaux si vous avez moins par exemple que 10 700 € de revenus fonciers, mais que vous avez 10 700 € de déficit que vous pouvez imputer à ces revenus-là, le reste va s'imputer sur vos revenus globaux. Sauf le déficit issu des intérêts d'emprunt, puisque ça, vous pouvez pas l'enlever de vos revenus globaux. Okay. C'est une mécanique. Je vous invite d'ailleurs à vraiment, sur le servicepublic.fr, il y a absolument tout. Oui, parce que là, on n'est pas allé sur un site obscur, on est allé sur le premier résultat dans Google. Voilà. On peut pas, si vous avez des doutes sur la fiscalité, vraiment, allez lire ce site service public. C'est fait pour ça. Nul n'est censé ignorer la loi, mais elle est complexe quand même. Duralex, Adlex. Voilà. Elle est quand même très complexe. Donc, je vous invite à aller vraiment, même moi souvent, franchement, je suis quand même assez à l'aise avec le sujet, mais j'y vais tout le temps quand même. Pour revérifier. Ouais, revérifier. Ça bouge aussi tout le temps. Là, vous voyez, il y a des considérations au niveau de la classe de performance énergétique. Il y a un plafond justement qui a été revu à la hausse aussi pour certains types de dépenses. Donc voilà, allez vérifier. Ce qui est sûr, c'est que de manière générale, la seule niche fiscale aujourd'hui en France, la plus intéressante, on va dire c'est pas la seule, mais c'est la plus intéressante, c'est la location meublée non professionnelle, LMNP. C'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va bénéficier des amortissements du bien comptablement, chose qu'on ne peut pas faire normalement à titre personnel, puisqu'il n'y a que les professionnels qui peuvent amortir les biens qu'ils achètent, tout en bénéficiant, on va dire, d'une plus-value à la sortie quand on revend des particuliers. Ce n'est pas le cas d'un professionnel qui revend lui sur sa valeur nette comptable. C'est un peu technique ce que je dis. C'est assez simple en fait. Une fois que vous l'avez vécu, faut creuser. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ne décaissez pas d'argent, mais vous déduisez quand même l'amortissement. C'est juste comptable. Donc et à la sortie, comme l'a dit Julien, effectivement, on va pas baisser la valeur. On va pas utiliser la valeur nette, donc la valeur la valeur déduite des amortissements, mais on va utiliser le prix d'achat.
Exactement. Et donc généralement il sera largement plus haut, donc la plus-value sera beaucoup plus faible, et donc on va pas se faire en gros éclater à la sortie. Donc là en gros ce que tu dis c'est ça peut être intéressant pour lui s'il fait du déficit foncier. Par contre il faut qu'il fasse des travaux en permanence en fait. C'est ça. Alors, en fait le revenu foncier c'est un peu la course aux travaux. Comme on n'a pas cette mécanique d'amortissement qui elle est écrite dès le départ puisqu'elle se base sur le prix d'acquisition et d'autres frais éventuels que vous pouvez amortir dans le temps, et c'est une écriture comptable. Là en l'occurrence c'est des travaux qui doivent arriver très souvent sur le déficit foncier. Donc il y a cette course aux travaux qui peut vite franchement tourner au vinaigre, parce que faire des travaux juste pour des raisons fiscales, faut pas oublier que c'est un peu intenable. Souvent il y a des gens qui me disent oui mais bon c'est pas grave, je le déduis de mes impôts. En fait quand tu fais une dépense et que t'en déduis tout ou partie, c'est quand même que t'as fait la dépense. Donc à la base c'est pas une considération juste fiscale quoi, une dépense. Bien sûr. Pour autre chose. Donc là concrètement a priori, alors on n'a pas tout le contexte, peut-être que dans le quartier, la ville, le meublé ça se loue pas du tout, on n'en sait rien. Exactement. Mais sinon est-ce que tu vois d'autres raisons? D'ailleurs il nous dit location annuelle, ça se loue très bien en meublé la location, enfin ça se fait très bien en location annuelle le meublé. D'autant qu'au vu les montants, je pense pas que ce soit des appartements de 150 ou 200 mètres carrés. C'est ça. Voilà, qui effectivement en meublé n'ont pas trop de sens. 32 mètres carrés d'ailleurs, on le voit là. Ah bah voilà, 32, exactement, 32 mètres carrés. Donc clairement, location meublée, c'est même dans une petite ville, il y a de la demande. Et les autres biens, je sais pas si on a l'info. Ouais, on va regarder. Donc ça, c'est une ligne pour deux biens, les autres. Je ne sais pas, peut-être qu'il l'a pas encore ajouté. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore ajouté le bien à 40 000. Donc ça, c'est 36 mètres carrés. En gros, ça c'est la même, tu vois. Ouais. Donc il a vraiment acheté très peu cher, 30 000 €. Après, il a mis beaucoup de travaux. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait de la location nue en fait. Ouais, non, frais de travaux. Alors regarde, on a 5 000 €. Ah ouais, c'est faible. Frais de travaux, 5 000 €. Donc pas grand chose. Donc au final, là, clairement, en location nue, pour moi, pas de sens. Pas suffisamment de travaux, déductibles. Ça veut dire que il va déduire ces 5 000 € de travaux. Franchement, je grossis, hein. On n'est pas comptable, là. On n'a pas les outils pour ça aujourd'hui. Mais il fait à peu près 5 000 € de loyer par an, 140 par mois. Oui, c'est ça. Et il va déduire 5 000 € de travaux, donc il va le déduire une année. Ça va lisser cette fiscalité. Et après, il va tomber sur la fiscalité des revenus fonciers, qui est quand même très conséquente en France. S'il est au régime réel, il n'aura pas grand-chose à déduire. Maintenant, il peut aussi être au régime forfait. Enfin, je sais plus le nom d'ailleurs, mais c'est forfaitaire avec un abattement de 30%. Donc ça veut dire que s'il fait 5 000 € de loyer, il ne paiera des loyers que sur 5 000 fois, enfin moins 30%. Voilà. Ça c'est s'il reste en nu. Et après s'il passe en meublé, là il a plus d'optionnalités. En plus il peut augmenter le loyer généralement. Exactement. On peut louer un peu plus cher. Alors il y a aussi un investissement meuble au départ qu'il faut considérer. Qui est pas énorme en réalité. Les frais d'ameublement qu'on voit en bas à droite là. Là pour 36 mètres carrés, ça va coûter combien de mettre des meubles ok, tu vois 36 mètres carrés, ça va coûter franchement pour meubler 3 500 €. Si c'est un T1 bis, enfin s'il y a ou un T2 qui a une chambre par exemple, ça va coûter 3 500 € à peu près. Donc c'est pas énorme. Si c'est un studio et qu'il y a qu'un canapé lit, ça va être plutôt 2005 à 3000. Alors là il nous dit qu'il n'a pas de locataire dedans. Parfait. Si tu as un locataire dans ta location nue et que tu veux passer en location meublée, c'est quoi tes options pour faire le switch? Alors légalement, sans envoyer une équipe de gros bras. Déjà, première chose, c'est quand même une discussion à avoir avec le locataire. Bien sûr. Il faut savoir s'il est ok ou pas ok. Normalement, le mieux, c'est quand même de faire rompre le bail par le locataire, donc que ce soit sa volonté, et de signer un nouveau bail en location meublée, en fournissant les meubles, en ayant un inventaire de meubles et en ayant aussi tous les meubles minimum requis pour faire du LMNP. Ça, vous avez la liste aussi sur service public, vous avez tout ça. C'est assez light d'ailleurs. Ouais, c'est assez light pour le coup. Normalement, en meuble beaucoup plus. Faut mettre beaucoup plus, sinon t'es mal. Mais à la fois, il y a des trucs bizarres. On doit fournir une couette, ce qui est absolument pas hygiénique, je trouve, tu vois, de locataire en locataire. C'est clair. Alors que tout le monde pourrait venir avec sa couette. Mais il y a des trucs qu'on t'es pas obligé de fournir. Donc voilà, et que nous on fournit aisément. Globalement, c'est première chose, discussion avec le locataire. On peut aussi lui racheter ses meubles. C'est-à-dire s'il veut garder ses meubles parce qu'il a déjà meublé l'appart, forcément, on peut lui proposer de racheter ses meubles et donc ça devient notre inventaire, l'inventaire du bailleur. Ça c'est une solution. Malgré tout, faut faire les choses proprement. Je vous conseille quand même de vous adosser à un avocat pour faire ça proprement. Ça va vous coûter un petit billet, mais fiscalement ça peut valoir le coup. Notamment sur des biens qui sont un peu plus conséquents, des gros T2, des T3 dans des villes très patrimoniales où les loyers sont quand même assez élevés et vous pouvez vite rentabiliser ça grâce à une fiscalité quand même amoindrie. Et il n'y a pas une histoire de pouvoir par exemple mettre ses enfants dans l'appartement et donc alors, à ce moment-là changer de locataire? Congé pour reprise, de toute façon il y a deux possibilités pour rompre un bail en tant que bailleur. C'est congé pour vente, bon, en l'occurrence il vient d'acheter donc voilà, ou congé pour reprise effectivement si c'est un membre de la famille, filiation directe ou soi-même pour reprendre le logement soi-même. En soi c'est touchy. Il y a un autre type de congé qui est plus touchy, c'est
si le logement est un peu insalubre, justifier que voilà, on va faire tel ou tel travaux et que ça nécessite que le locataire doive sortir. Par contre, si on fait pas exactement les mêmes travaux, le locataire est en droit de venir quémander, de réintégrer l'appartement une fois qu'il est rénové. Ok, donc c'est touchy, mais toi tu n'as pas ce problème puisque tu es en location nue et qu'il n'y a personne dedans. On va quand même prendre tes questions pour le moment. J'ai beaucoup d'immobilier en location nue, trop. J'ai choisi la location nue pour déduire les travaux. On aurait dû commencer par ça. Des revenus locatifs plus salaire. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie à long terme. La location meublée est à la mode, mais je ne sais pas si cela me conviendrait. Bon, t'en as parlé en grande partie là. Ouais, alors la mode, je sais pas, moi ça fait 15 ans que je fais de la location meublée et ça fait 15 ans qu'on me dit que le LMNP va disparaître. C'est vrai que j'entendais aussi quand j'ai commencé il y a 5 ans, je crois. On me disait déjà que ça allait disparaître. Il y avait plein d'articles sur internet qui disaient la dernière année. Et comme je te le disais sur le Finari Talk, ça fait 15 ans que je profite de ne pas payer d'impôts sur mes revenus locatifs qui me servent à m'enrichir de manière latente. Donc c'est pas une mode et a priori, bon, je pense qu'on a répondu, c'est pas le bon schéma pour toi là, la location nue. Initialement, je pensais faire beaucoup d'immobilier financier par emprunt. D'ailleurs, tu m'as dit dans le Finari Talk qu'il faut avoir au moins 1 million d'euros de passif. C'est bon, voilà. En cours bancaire dédié à 40 ans. Ouais. Voilà. Donc là, vous avez tous votre objectif pour les prochaines années. Cela semble de plus en plus compliqué et très consommateur de temps. Les imprévus, travaux impayés ajoutent des difficultés. C'est un peu la face cachée de l'immobilier qu'il évoque là, mais c'est la réalité en fait. Franchement, je suis d'accord. L'immobilier, ça a absolument rien de passif, c'est très actif. C'est vrai. Et même si on délègue, malgré tout, ça reste très actif parce que si vous déléguez de la gestion locative, vous allez quand même solliciter par votre gestionnaire parce qu'in fine, c'est pas lui qui va prendre toutes les décisions. Donc vous pouvez lui déléguer une micro-décision sur 150 balles de dépenses, un truc comme ça, mais après, il y a des sujets que vous pouvez pas déléguer, décisionnels notamment. Comme je te le disais aussi, souvent ça arrive le soir, le week-end, etc. parce que les locataires ont des problématiques quand ils sont chez eux, savoir pas la journée, souvent. Et si vos locataires sont tout le temps là la journée et qu'ils ne télétravaillent pas, c'est que vous les avez peut-être mal choisis et que c'est pas les bons profils. Donc vous voyez aussi ce qu'ils font de leur journée, mais clairement, ouais, non, c'est chronophage. L'immobilier, c'est chronophage. Ouais. C'est un métier à part entière, c'est une activité à part entière pour moi. Quand t'en as 1, 2, 3, ça va. Si demain t'en as 30, 40, ça prend du temps. Ça devient vite ingérable. Et ça devient vraiment une activité à part entière. Surtout qu'en fait, tu vois, j'en parlais là, un meet-up Finari, tu vas avoir des impayés, tu vas avoir des travaux, tu vas avoir des problèmes avec ton syndic, t'auras des appartements vides à des moments, tout ça c'est juste une logique en fait, t'as de la chance si tu l'as pas encore eu, mais ça va finir par arriver. Oui, t'auras des problématiques de travaux, des mauvaises surprises, ouais, t'auras des locataires qui vont vraiment te saccager les trucs. Tu me disais que t'avais un huissier toi dans ton équipe de gens qui t'entourent, t'as un bon huissier, donc l'huissier on l'appelle pas quand tout va bien. Non, quoi. On l'oublie souvent l'huissier dans l'équipe, mais c'est important quand vous commencez à démultiplier un peu le patrimoine parce que vous allez avoir besoin d'envoyer des commandements de payer parce que vous allez avoir des impayés comme le disait Mounir. Vous allez avoir besoin de faire des constats aussi de dégradation, des états des lieux parce que vous pouvez déléguer les états des lieux à des huissiers. Alors très peu de gens le font parce que ça coûte un peu plus cher si on le fait soi-même ou par une entreprise spécialisée dans les états des lieux, mais il n'y a rien de plus carré au niveau juridique. Ouais, c'est clair. C'est incontestable. C'est incontestable. C'est un officier public. C'est clair. On va regarder la suite du patrimoine parce que tu nous as parlé de ton PEA, donc on va regarder ce qui se passe là-dedans. Tiens, avant de regarder le PEA, on regarde ta crypto parce que t'es quand même assez exposé. Bon, Ledger, Ether, Kraken, Ether, Bitcoin aussi, quelques petites autres lignes, bon surtout de l'Ether en réalité. Ouais, pas beaucoup de Bitcoin. Pas beaucoup de Bitcoin, BNB un petit peu, et donc si on regarde au global, t'as Ether qui est en staking, et après un tout petit peu de BNB. Moi je dirais ce qui manque là peut-être c'est du Bitcoin quand même, c'est un peu dommage de laisser d'acheter la reine alors que tu peux avoir le roi et la reine, ou les deux rois, toi de voir. Par contre ce qui est cool c'est que t'as un ledger, on me demande souvent quelle partie il faut laisser sur un ledger versus un exchange. Bon, Finari n'est pas un exchange techniquement, mais en fait nous on permet de stocker de la crypto. Moi ce que je dis souvent c'est 80-20, 80% sur un ledger, 20% sur un exchange. Si on a envie de faire des trades, si on n'a pas envie de faire de trades, mais 0% sur un exchange, c'est exactement le montant qu'il faut. Ça reste vraiment le plus sécurisé encore aujourd'hui, Ledger. Ah bah largement. Il y a zéro concurrence là-dessus. Non, il n'y a personne qui est meilleur. D'ailleurs j'ai reçu Eric Larchevêque, je vous mets le lien quelque part ici. Bon, c'est quelqu'un qui a mis all-in de son patrimoine en 2014 sur Bitcoin quand ça valait je crois $200-300. Il y avait déjà un patrimoine conséquent. Eric, tu l'as croisé sur les circuits de poker. Je l'ai croisé sur les circuits de poker effectivement. Voilà. Dans les années 2005, 2006. Il était déjà assez chaud, mais bon après c'est je pense qu'il connaissait c'était un bet EV positif pour lui, donc il a pris son bet et il a all-in. Bravo à lui, mais ouais je pense qu'il n'y a pas plus sécurisé que Ledger. Vous pouvez aussi acheter faire un paper wallet, mais bon c'est beaucoup plus simple. Actions et fonds pour finir, tu nous as parlé de ton PEA, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, on va regarder en détail. Bon on me demande tout le temps c'est quoi la meilleure enveloppe, l'assurance vie, le PEA, le
compte titre dans l'ordre, en gros, c'est PEA, assurance vie, compte titre. Si vous êtes en matière de fiscalité. En matière de fiscalité. Après, en matière de frais, le compte titre c'est bien mieux parce qu'en fait, vous n'avez pas de frais sur un compte titre, sur un bon compte titre. Vous pouvez tout acheter. Le PEA c'est vachement encadré. L'assurance vie, vous avez des frais d'enveloppe. Enfin, comme d'habitude, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Vous avez un avantage fiscal, vous avez forcément des coûts en face. Mais c'est vrai que le PEA, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Le seul problème, je dirais, c'est qu'un, il n'y a pas d'obligataire. Et deux, c'est les ETF synthétiques, ce qui est un peu chiant par moment. Et trois, c'est que c'est capé à 150 000 euros. Alors, quand on débute, on se dit, typiquement, notre ami ici est loin des contributions, enfin, d'avoir déposé 150 000 euros. Mais quand on commence à avoir un patrimoine un peu gros, c'est vrai que c'est pas grand chose. Donc, on va sur l'assurance vie assez logiquement. C'est plus difficile de s'exposer en dehors des actions européennes aussi. Hein. Ouais, exactement. Mais je pense qu'ici, il le fait très bien parce qu'en gros, il le fait via un MSCI World. D'ailleurs, on voit dans le nom, en fait, là, c'est un ETF synthétique parce qu'il y a un swap. Et donc, en fait, concrètement, ici, iShares, enfin BlackRock, achète un panier d'actions européennes et échange la performance contre un panier d'actions du MSCI World. Et donc, ça, c'est via un produit dérivé. Donc, il y a un risque de contrepartie. C'est quand même pas neutre. Maintenant, c'est un peu la version la plus simple, la plus vanille du produit dérivé, le swap. Il n'y a pas vraiment un gros risque. Par contre, ici, on voit qu'il fait du stock picking. Bon, est-ce que toi, tu fais du stock picking à titre J'en ai eu fait, j'en fais absolument plus parce que maintenant, je mise tout plutôt sur des ETF. Ok, lesquels? Alors, du MSCI World, j'ai du S&P 500, je dois avoir de l'Eurostoxx, un peu de CAC 40. Et j'ai eu quelques thématiques, mais que j'ai arrêté aussi sur l'IMO, la santé, tout ça. Mais j'ai arrêté. Franchement, j'ai plus passif possible pour moi. Ouais, t'as raison, vu que t'es hyper actif sur l'IMO. Ouais. Là, peut-être la seule chose à dire, c'est qu'il y a un peu une double exposition, 60%, maintenant c'est 67% du MSCI World, c'est les US. Là, si t'as du S&P 500, t'es en double. Bon, par contre, pareil, Total Energy est déjà dans le MSCI World, même si c'est pas énorme. Mais en tout cas, t'as fait des belles plus-values et au global, tu es en plus-value, donc c'est plutôt propre. On voit aussi que t'as du dividende qui tombe. On n'a malheureusement pas toutes les datas, mais 5% de dividende. Peut-être que ce qui me dérange un peu, c'est l'exposition sur la France qui est trop élevée là, parce que 65% sur la France en 2024 avec le contexte politique. Alors on me dit tout le temps oui, mais les entreprises du CAC 40 ont 17% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Oui, mais elles ont la majorité de leurs salariés qui sont ici, elles payent les impôts ici. Politiquement, a priori, elles vont pas pouvoir prendre leur siège social et s'en aller, même si Total a menacé ça. Donc c'est quand même un risque. C'est quand même un risque pour elles. Et aujourd'hui, s'exposer à la France, en fait, il faut le voir un peu comme on vit en France, on est payé en euros, on travaille pour une entreprise française souvent. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire exactement l'inverse dans notre patrimoine, c'est-à-dire s'exposer en dollars sur un autre continent? Très intéressant ce que tu dis. Tu vois, parce que tu as envie de dérisquer finalement. Donc si vous faites ça, sachez que vous ajoutez du risque sur le risque. Vous avez votre argent dans une banque française. Enfin, c'est infini, tu vois. Toi, tu as plein de crédits dans des banques françaises aussi, en euros. Donc c'est une idée, pas besoin de le faire. Ce qui est sûr, c'est que si vous faites du stock picking, ce qui est ton cas ici, moi je suis pour le stock picking de conviction. Donc achetez peu de lignes et partez du principe que le marché il va fermer pendant 10 ans, demain, et il faut que vous soyez à l'aise de garder cette ligne. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Warren Buffett, mais en gros c'est ça, je trouve, la mentalité. C'est soyez à l'aise de détenir cette ligne les 10 prochaines années, et si c'est le cas, génial. Si vous pensez que cette entreprise n'a pas d'avenir et que juste elle est pas chère, ne l'achetez pas. Ne l'achetez évidemment pas. Est-ce que ça remonterait son compte espèce là, s'il avait un compte espèce à liquidité? Ouais, il est là. Ouais, donc il a pas de place pour prendre des opportunités non. En cas de... Non, et si on regarde sur son compte bancaire, il a 1900 euros et je crois qu'il a pas mal d'argent. Il a 28 000 euros quand même sur ses livrets. Okay. Tiens, il a un BRICS. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il a peut-être trop dans son... Ce qu'on dit généralement, c'est 6 mois de dépenses, et de mémoire, il dépensait, ça fait 2000, 3500, 3600, donc en gros, x 6, 18 000, 22, 23 000. Donc il y a peut-être un peu de gras là. Peut-être qu'il pourrait injecter cette partie dans le PEA. Après, tu me diras, il doit peut-être financer ses travaux aussi sur son appart. Et donc ça, c'est forcément quelque chose qui risque de coûter cher. En tout cas, pour revenir à tes questions, location nue, je pense que ça c'est tranché. Le risque, le PEA, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Tu nous disais l'objectif global. Pour toi, ça te semble plutôt réaliste? L'objectif global, ça serait intéressant de voir les tableaux d'amortissement et de voir à la fin effectivement combien capitalise déjà, et voir quand est-ce qu'il faudrait arbitrer. Ça serait intéressant aussi de voir à partir du moment où le tableau d'amortissement, en fait c'est un peu la double peine, parce que d'un côté tu dois arbitrer pour des raisons fiscales, tu vois, souvent au bout de 10 ans, LMNP à peu près, entre 8 et 10 ans, et à cause de l'amortissement qui s'arrête, ou qui est moins intéressant, qui devient moins intéressant, puis aussi la déduction de tous les frais initiaux d'acquisition qui deviennent moins intéressants, les travaux initiaux également, mais à la fois c'est là que tu commences à capitaliser le plus sur ton prêt, et donc tes intérêts commencent à diminuer de façon assez conséquente. Et potentiellement tu as un taux très bas parce que tu as emprunté il y a très longtemps. Ou tu as pu renégocier. On espère qu'on pourra tous renégocier les taux actuels dans les années qui viennent. Voilà, après on sait rien. Et, on l'espère. Moi je l'ai fait plusieurs fois en 15 ans. Avant, j'avais emprunté à 5% il y a 15 ans. Ça va pas empêcher de continuer de faire de l'immobilier. Voilà, donc il y a ça déjà. Et puis ça veut dire que là il aura 1000 euros de revenus avec les premiers. Donc évidemment ça
va augmenter, mais ses coûts aussi vont augmenter, donc on va dire que c'est neutre. Et puis sur l'autre, on estime qu'il aura à peu près la moitié, donc 500, donc ça fait 1500 € de revenus locatifs. Donc déjà, il lui manquerait au moins 2 investissements identiques pour atteindre ces 2500 net de dette dans 20 ans s'il emprunte sur 20 ans. Et là, il nous disait la mensualité globale, 1000 €, il y a 1800 € de mensualité. Tu nous disais que il peut potentiellement aller chercher. Ah non, en fait, il est déjà quasiment au maximum dans l'histoire. Non, parce je pense qu'il n'a pas considéré ses revenus locatifs là-dedans. Oui. Ses salaires. Oui. Revenus tout à fait. Ouais. Donc il peut encore faire des investissements, tu vois. Ouais, il peut structurer différemment. Il peut, comme on en parlait dans le Finary Talk aussi, il peut aller chercher d'autres partenaires bancaires. Parce que là, c'est tout Boursorama. Bon, Boursorama, c'est sûr que eux, pour le coup, il y a pas trop d'interlocuteurs vraiment humains. Donc dès que l'organisme Crédit Logement ne garantit plus la banque, ils arrêtent. Ils vont pas chercher à comprendre. Peut-être qu'ils prennent un peu de sûreté réelle, je sais pas. Dites-le nous en commentaire si c'est le cas. Vous avez eu de la sûreté réelle type hypothèque sur Bourso. Qui est quand même pratique. Qui est quand même pratique aussi. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'ils se multibancarisent. C'est le nerf de la guerre aussi pour aller scaler en immobilier, c'est d'avoir plusieurs partenaires bancaires. Voilà, c'est le mot de la fin. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, bravo pour ton profil. Les ajustements, franchement, ils sont assez simples à faire, donc ça va être que du bénéf. Si vous voulez qu'on analyse votre patrimoine avec Julien ou que je le fasse tout seul, parce que Julien il va pas venir de Toulouse tous les jours, surtout que tant qu'il n'y a pas de TGV, vous postulez. J'aimerais bien un TGV quand même. Franchement, le Bordeaux-Toulouse, il est juste trop pénible, alors que Paris-Bordeaux, c'est génial. Ouais, c'est vrai. Si vous voulez, mais je crois que c'est prévu. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous postulez. Lien dans la description. On analyse un patrimoine original toutes les semaines. On me dit tout le temps, mais tu prends que des profils riches. Alors non, j'en ai pris plein, des gens qui débutent, des étudiants, des gens qui ont 1000 € de patrimoine. L'idée, c'est de vous donner une variété de profils. Et donc, plus c'est original, plus ça m'intéresse. Donc, rendez-vous dimanche prochain. Pendant que vous prenez votre petit café, je vous fais l'analyse. Et je vous dis à très vite. Ciao. Ciao, ciao.